Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec la docteure Yasmine Abdul-Kadir, responsable de la consultation pour les femmes avec des mutilations génitales et de l'unité des urgences gynéco-obstétricales des hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour Yasmine, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour, merci. Je voulais vous demander pour commencer peut-être de vous présenter puis de nous raconter un petit peu votre parcours et d'où vient votre vocation peut-être. Donc, je m'appelle Yasmine Abdul-Kadir, je suis médecin, gynécologue obstétricienne avec une formation en médecine sexuelle et je travaille comme médecin adjointe responsable des urgences gynécologiques obstétricales et de la consultation pour la prise en charge des filles et des femmes avec mutilation génitale féminine aux HUG. Comment ça a commencé ma vocation ? Je dirais que j'avais travaillé déjà sur ces sujets en Italie avant d'arriver en Suisse comme interne en gynécologie. Et ici, aux HUG, il y avait un groupe de travail qui réfléchissait à la prise en charge des complications de mutilation génitale féminine et à la prévention de ces pratiques. Et donc, j'ai demandé de pouvoir participer dans ce groupe. Et avec les collègues, mes responsables de service, on a créé cette consultation en 2010. Alors, au début, c'était sur appel. Et maintenant, c'est 2 jours par mois. On voit plus ou moins entre 25 patientes par mois de différentes origines, avec différents types de mutilations génitales. Pour clarifier justement un petit peu, parce que j'ai lu un chiffre en préparant l'interview qui était qu'en Suisse, il y a plus de 20 000 femmes concernées par des mutilations génitales. Donc, autant dire que ça m'a choquée. Je n'étais pas du tout au courant, mais ça m'a vraiment interpellée. Peut-être avant de commenter ce chiffre, je voulais vous demander peut-être un point de définition et vous demander qu'est-ce qu'on considère en fait comme mutilation génitale. Il y a une définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé qui définit la mutilation génitale comme toute pratique qui amène à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins à but non thérapeutique. Et dans cette définition, il y a différents types de modifications des organes génitaux qui peuvent amener à l'excision du clitoris ou pas, des lèvres ou pas, ou à la fermeture des organes génitaux. Et après, il y a beaucoup d'autres pratiques. Par exemple, le piercing aussi est classé comme type 4 de mutilation génitale, parce que c'est considéré pratique non thérapeutique. Mais il y a aussi les stretching des lèvres, par exemple, qui existent dans certaines régions. Donc, vraiment différentes pratiques sur ces organes génitaux. Et la mission de la consultation, c'est d'accompagner ces femmes. Et au-delà de l'accompagnement, est-ce que c'est aussi la pratique de la chirurgie reconstructive ? Je dirais qu'il y a plusieurs missions. La première, c'est vraiment l'accueil. Parce que déjà, décider de prendre un rendez-vous et venir discuter d'un sujet qui est peut-être tabou, qui est un secret ou duquel on n'a jamais parlé avant même au sein de sa famille ou de sa communauté, c'est déjà une démarche. Donc l'accueil, l'information, après la prise en charge médicale, psychosexuelle, parce qu'on travaille aussi avec des psychologues et sexologues ou des psychiatres. Et ensuite, et si besoin, la chirurgie, donc les traitements de toutes les complications. Et après, la prévention des générations futures. Ça, je dirais, c'est vraiment la mission clinique, chirurgicale et de promotion de santé. Et après, on a une mission qui est aussi la recherche, parce que c'est des sujets qui ont été peu investigués ou investigués avec des méthodes parfois pas toujours optimaux. Et donc, la recherche clinique, après la diffusion de ces informations, et ensuite, la formation des professionnels, de nos collègues, parce que pareil, c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé dans nos cursus pré- et post-grade. D'accord. Et donc, le centre est à Genève. Est-ce qu'il existe des centres similaires, enfin, des consultations similaires à travers le monde ? Oui, il y en a d'autres. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, parce que c'est un sujet maintenant qui est un peu plus connu qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et justement, comme je le disais en préparant l'interview, je me suis un petit peu renseignée. Et la Suisse, j'ai découvert, condamne l'excision depuis 2012. Ça m'a semblé très, très tardif. Bon, ça va sûrement avec le vote des femmes, qui est aussi très tardif en Suisse. Mais je voulais vous demander quelle était la situation envers les mutilations génitales à travers le monde d'un point de vue légal. Comment est-ce que c'est condamné ?
Alors, en fait, la Suisse le condamnait aussi avant, mais il n'y avait pas une loi spécifique. Il y avait les lois sur les lésions corporelles ou d'autres violences, mais l'article spécifique, qui est l'article 124, c'est vrai qu'il est entré en vigueur seulement en 2012 en Suisse, et si par exemple on pense à la Suède, c'était en 1982. Ah oui. Mais après, chaque pays a décidé un peu de faire différemment. Il y a des pays qui ont choisi de faire vraiment un article de loi spécifique, d'autres pays qui ont préféré laisser les mutilations avec d'autres types de lésions du corps, comme la France par exemple. Et de la situation actuelle en Suisse, c'est vrai, donc c'est un crime. Il y a depuis 2016 un réseau national qui fait des projets de formation, qui crée des groupes de parole, qui organise des réunions et qui essaye par exemple de promouvoir des formations de consultation spécifiques. Et après, voilà, au niveau des hôpitaux, il y a des différences entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Par exemple, en Suisse romande, il y avait déjà, avant le réseau national, un groupe qui était très actif. Et donc, il y a par exemple eu plus de projets, surtout au niveau de Lausanne et Genève, par exemple. Ok. Et par rapport à ce chiffre de 20 000 femmes, qui je pense a évolué encore entre-temps, quels sont en fait les profils des femmes qui viennent consulter? C'est quand même un chiffre assez conséquent. J'imagine qu'il y a une diversité de profils justement qui viennent à la consultation. Ces chiffres, c'est des chiffres estimés parce qu'on compte combien... D'ailleurs, on a fait une étude récemment pour la mise à jour de ces chiffres. Et c'est presque 22 000 femmes en Suisse. C'est de 2018, donc c'est récent, parce que le dernier chiffre datait de 2016. Et donc, on considère les 30 pays considérés à risque du monde, parce que ces pratiques existent dans plus que 30 pays, en fait. Et après, on applique la prévalence de ces pays au nombre de femmes et filles qui résident sur le sol suisse. Et avec ces estimations qu'on appelle indirectes, on arrive à un chiffre de 22 000 en Suisse. Si on pense à l'Europe, c'est 500 000. Aux États-Unis aussi, c'est estimé 500 000. Dans le monde, 200 millions. Nous, ici, c'est qu'on voit à la consultation à Genève, on voit différents pays, mais les premières origines, c'est l'Érythrée, la Somalie, suivi après par les Soudans, la Guinée, etc. Mais je dirais, en 10 ans de travail, on a vu plus que 20 origines différentes. Et avec un profil aussi différent, on a des femmes et des filles qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas encore la langue, qui ne connaissent pas encore le fonctionnement suisse, etc. Ou des femmes, par exemple, qui travaillent dans des organisations internationales, juste de passage à Genève, des femmes qui sont naturalisées suisses. On a vraiment un profil, pas juste géographique, religieux, culturel différent, mais vraiment aussi un parcours de vie différent. Ouais. Et des femmes mineures, beaucoup? Pas beaucoup des mineurs, mais on peut avoir des mineurs souvent excisés avant d'arriver en Suisse, qui sont adressés pour reconnaître le type, voir s'il y a besoin d'un traitement et aussi informer, parce que parfois on peut ne pas être au courant d'être excisé et le découvrir plus tard à travers un documentaire ou à travers un examen clinique avec le pédiatre ou les médecins traitants. Et c'est parfois difficile de grandir dans un endroit où on est un peu différent que tous les restes de jeunes filles. Oui, absolument. Et vous citiez avant des pays comme la Somalie, l'Érythrée, en termes on va dire, répréhension, ou tout du moins cadre légal, est-ce qu'il y en a qui sont en place, ou c'est vraiment des pratiques qui ne sont absolument pas condamnées dans ces pays? Dans la majorité de ces 30 pays, maintenant, il y a 2 lois. Récemment, par exemple, il y a eu la loi qui a été approuvée au Soudan. Après, la loi, elle n'est pas suffisante. Parce qu'il y a des pays où la loi a été accompagnée par beaucoup de campagnes d'information, éducation, avec même au niveau des médias, des podcasts comme ceux-ci, et d'autres pays où il n'y a eu que la loi, mais la pratique continue de façon cachée. Et après, il y a aussi de grosses différences entre les milieux ruraux et la ville, et entre une région et l'autre aussi. J'imagine, oui, effectivement. Et vous parliez avant de tabous. D'où viennent ces tabous? En fait, j'imagine qu'il y a beaucoup de mythes liés à des pratiques culturelles, religieuses, comme vous le disiez, mais d'où viennent exactement ces tabous d'en parler, en fait? C'est une grosse question, parce que ça vient de plusieurs origines. Tout d'abord, déjà, la mutilation génitale touche les organes génitaux féminins, touche la sexualité, touche la virginité, les croyances, on va dire, sur la virginité, sur la mariabilité d'une femme, l'acceptation sociale, donc tout ça, dans presque toutes les cultures, oui, c'est des sujets un peu sensibles. Ouais. Et après, cette mutilation génitale, selon le groupe ethnique, parce que vraiment, il y a beaucoup de groupes ethniques différents,
Sinon, les groupes ethniques peuvent être quelque chose de plus ou moins secret. Par exemple, en Sierra Leone, c'est vraiment des sociétés secrètes qui font les mutilations génitales. Et les gens qui le pratiquent et les filles qui sont soumises n'ont pas le droit d'en parler. Et il y a eu des études assez intéressantes qui ont regardé les mécanismes sociaux du pourquoi une pratique si dangereuse continuait. Et parmi ces mécanismes sociaux, on a vu que, par exemple, s'il y avait un décès ou un problème de santé, on n'avait pas le droit d'en parler parce que ça a augmenté les risques que ça arrive à nouveau. Et je dirais, il y a plein de mécanismes socioculturels qui alimentent la persistance de ces pratiques et qui alimentent le tabou. Parce que le fait qu'on n'en parle pas, finalement, ça fait aussi qu'on soit moins informé, qu'on ne parle pas de problèmes en lien avec ça et que ça continue. Absolument. Et en termes de mythes, peut-être qui viennent nourrir aussi toutes ces croyances, vous disiez avant la variabilité, quel type de mythes peut-être culturels existent actuellement ? Là aussi, il y en a plusieurs et ils changent. Nous aussi, en consultation, on apprend, chaque jour de consultation, on apprend de nouveaux mythes ou de nouvelles croyances. Je dirais que ce qu'on retrouve presque parmi tous les groupes ethniques, c'est cette question de acceptation sociale. Donc, le fait d'être excisée, circoncise ou infibulée fait que la fille devienne femme, acceptable, pure, belle, parfois plus sexy et surtout fidèle pour son futur mari. Parfois, c'est aussi associé à la virginité prématrimoniale. Et aussi, parfois, il peut y avoir des croyances sur le clitoris. Donc, par exemple, que le clitoris pas coupé pourrait grandir, ou blesser le mari, ou l'enfant au moment de l'accouchement, ou être responsable d'une dysfonction érectile, et ou surtout rendre une femme vraiment hypersexuelle, incontrôlable, infidèle. Et, ou parfois simplement sale, pas propre, pas belle. Où on fait l'infibulation, c'est-à-dire la fermeture des organes génitaux, on pense aussi souvent que les organes fermés sont plus beaux, plus propres, que si on fait pipi sans faire du bruit, goutte à goutte, ça, c'est aussi féminin et poli. Donc il y a plein de croyances, mais toujours un lien avec le corps de la femme et après sa sexualité et sa propreté, sa modestie, etc. Et juste par curiosité, dans le cas de l'infibulation, comment ça se passe pour les accouchements ? Est-ce que c'est rouvert et ensuite refermé ? Oui, en fonction de où l'accouchement a lieu, on peut ouvrir la cicatrice. Par exemple, ici, on fait une désinfibulation, qui est l'ouverture de l'infibulation, qui vraiment reconstruit les lèvres et réexpose l'orifice vaginal et l'orifice urinaire, et parfois un clitoris qui n'a pas été coupé sous la cicatrice. Et cette même technique est faite dans beaucoup de pays, même dans des pays à haute prévalence. Après, s'il s'agit d'une femme qui accouche en milieu rural, sans assistance infirmière ou sage-femme ou médicale, cette cicatrice va s'ouvrir toute seule. C'est pour ça qu'il peut y avoir plus de complications au moment de l'accouchement, comme des saignements plus importants ou un accouchement qui se prolonge ou des déchirures plus importantes au niveau du périnée. Et donc, cette ouverture de la cicatrice est vraiment une promotion de santé, pas juste pour l'accouchement, mais pour faire pipi, pour les rapports sexuels, pour les règles, pour les infections récidivantes. Vraiment, c'est la promotion de santé de la femme infibulée. Et on peut le faire à tout moment, pas seulement pendant la grossesse. D'accord. Et ces croyances, voilà, ces mythes dont on parlait avant, j'imagine qu'ils créent un frein à venir consulter aussi. Comment est-ce que la consultation, à travers la consultation, vous arrivez à vous positionner pour aussi faire cette prévention et en fait encourager les femmes à venir consulter ? Parfois, quand on imagine notre travail à la consultation, souvent on pense tout de suite à la chirurgie. Mais je dirais ça, c'est la partie plus petite. La partie la plus grande, c'est l'écoute et après la réponse en fonction de ce qu'on a écouté. Donc l'information de manière que la femme, éventuellement son partenaire ou une jeune fille, d'une façon qu'en fait la patiente puisse prendre une décision de façon consciente et informée. Parce qu'une femme, par exemple, qui souffre de graves complications, elle peut parfois refuser un traitement qui pourrait résoudre ces complications si elle ne sait pas ce qui va se passer, quels sont ces mythes, et aussi ce qu'on a écouté pendant 20, 30, 40 ans. Et que notre maman, notre grand-mère, toutes nos tantes, toutes nos copines ont toujours pensé ça. On ne peut pas échanger parfois en 20 minutes de consultation ou 30 minutes.
Alors, il y a des femmes parfois qui, avant de décider de faire une désinfibulation, peuvent attendre 1 année ou qui reviennent après plusieurs mois pour, une fois qu'ils ont bien réfléchi, qui ont supéré leurs peurs et pris conscience de ce qui est arrivé, ce qui va se passer. Et cette chirurgie peut être très courte en termes de temps, mais le changement est hyper complexe. Tout va changer, l'image corporelle, comment on fait pipi, notre culture. C'est ça, il y a une dimension d'ordre psychologique aussi qui est assez lourde, j'imagine. Et le rôle du partenaire dans tout ça, enfin du mari en l'occurrence, comment... Est-ce que vous recevez aussi les maris pour en discuter? Oui, on reçoit parfois des femmes qui sont célibataires, qui font leur parcours toutes seules, sans partenaire. Quand il y a un partenaire, alors on invite aussi les partenaires si la femme le souhaite. Et en général, le partenaire est toujours une ressource très importante. Déjà, souvent, le partenaire est en Suisse depuis plus longtemps. Parfois, il parle la langue et sa femme pas. Le français, par exemple. Et parfois, on aborde des sujets que le couple n'a pas abordés ensemble. Et il y a parfois des pensées d'une part et de l'autre qui ne correspondent pas à ce finalement que l'autre pense. Et donc, souvent, les partenaires, en fait, appuient, par exemple, une chirurgie thérapeutique ou l'effet de ne pas refermer la cicatrice après l'accouchement. Et après, les deux parents, en cas d'enfant-fille, leur présence et leur information sont très importantes en but préventif. Parce qu'une femme toute seule, parfois, ça peut être difficile de décider, elle, de changer la culture. S'ils sont les deux, ça va être beaucoup plus efficace. Oui, parce qu'il y a un support, enfin, il y a un soutien aussi. Et il n'y a pas trop de résistance culturelle de la part du mari, dans le cas où le mari vient également à la même origine. Enfin, vous n'avez pas de... Je dirais que non. Souvent, c'est une ressource. Je veux dire, peut-être parfois une barrière, c'est le fait que la femme n'a pas toujours envie d'inclure le partenaire quand on parle de sexualité ou d'organes génitaux. Mais c'est très variable. C'est variable, même pas en fonction de la culture, en fonction de la personne qu'on a en face. Et en termes de tabous, donc j'ai regardé le TED Talk auquel vous aviez participé il y a quelques temps de ça, et vous mentionniez, vous le faisiez au début de cette interview aussi, que les tabous existent aussi au sein de l'environnement des professionnels de santé. C'est encore un sujet un petit peu touchy. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors que c'est de la médecine, en fait. Je l'expliquerai. Alors, il y a plusieurs explications, mais je dirais peut-être quand il y a quelque chose qui est tabou, c'est tabou partout, aussi dans le milieu médical. Alors, c'est moins étudié, c'est moins discuté, c'est moins abordé avec nos patientes. Et en fait, les informations non scientifiques ont une tendance après à remplacer des informations qui sont scientifiques. Et les tabous deviennent une sorte d'information ou des silences. Alors, aborder la sexualité en consultation, la santé sexuelle, aborder certains sujets, si on ne le fait jamais, ça reste tabou. Et par contre, ça devrait faire partie de la prise en charge, de la promotion de santé de la femme en tant que gynécologue, de ne pas juste parler des douleurs ou d'infections, des règles, mais aussi pas simplement santé sexuelle, mais des plaisirs sexuels et des bien-être. Parce que sur les bords de l'université, vous avez l'impression que c'était des sujets qui n'étaient pas du tout abordés ou qui étaient laissés de côté parce que justement pas considérés scientifiques. C'est en train de changer, ça dépend de la génération. Les étudiants de maintenant, ils ont des cours sur la diversité, sur les genres, sur la sexualité. Nous, on a introduit un cours sur l'anatomie du clitoris, en fait sur l'histoire des organes génitaux externes. Et ce cours est donné par une collègue historienne, une collègue biologiste et moi-même gynécologue. Et on montre vraiment comme les savoirs et même les pratiques, parfois les pratiques chirurgicales ont changé dans le temps en fonction de la morale, de la religion et de l'époque. Et donc, les pratiques médicales, elles ne sont pas immunes. Et les connaissances, elles ne sont pas immunes des tabous et de la culture de l'époque et de la société. Ouais, absolument, c'est intéressant. Et justement, 10 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la consultation. Alors, au-delà des tabous et des croyances qui ont peut-être évolué, est-ce que vous avez constaté, vous, un changement, une évolution en termes de peut-être profil de patiente que vous voyez ou autre changement? Peut-être au niveau de profil, pas vraiment. On a toujours plus ou moins la même population, les mêmes demandes. J'ai remarqué surtout un changement au niveau des collègues et de la sensibilisation et formation autour. Donc avant, on recevait surtout des patientes pendant la grossesse
ou juste avant l'accouchement, parce que c'était les moments où on pensait à ces organes génitaux. Maintenant, on reçoit tout âge, de mineurs jusqu'aux femmes pendant la ménopause. Et on voit aussi dans le type de demande qu'on a de la part d'autres professionnels qui adressent les patientes qu'ils connaissent plus, qu'ils dépistent plus et qu'ils proposent plus un traitement. Et ça, c'est très bien. Parce que la femme pourrait ne pas décider toute seule de venir consulter. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais en fait, je ne savais pas qu'on pouvait parler avec un médecin de ça. » Oui, j'imagine. Ouais, c'est important aussi, j'imagine, la prévention, en fait, en dehors de la consultation, mais bien en amont. Après, est-ce que le rôle du bouche à oreille au sein des communautés joue aussi un rôle? Oui, aussi. Par exemple, on commence à recevoir des patientes aussi qui viennent d'autres cantons. Et on peut le suivre en collaboration avec les médecins du canton où la femme réside. On est devenu consultant pour les secrétariats de migration, par exemple, pour le réseau suisse contre l'excision. Alors, parfois, on doit faire des expertises avec des certificats d'excision, parce que c'est une information qui est prise en compte, par exemple, dans les démarches de permis de séjour lors des requêtes d'asile. Donc, je dirais qu'il y a plus de conscience autour de nous et les femmes peuvent être un peu plus informées. Nous, on a changé les dossiers informatiques, par exemple, où il y a maintenant la case au niveau des examens pour mutilation génitale. Et ce qui fait que c'est comme pour d'autres violences ou d'autres choses que parfois on ne demande pas, le fait qu'il y ait une case, ça rappelle au médecin qu'il doit poser la question. En termes de prise en charge, une fois encore juste par curiosité, mais est-ce que le suivi, l'accompagnement, alors même sans parler de la chirurgie, c'est pris en charge par la LAMAL? Oui, c'est remboursé par l'assurance maladie. Avant 2015, on devait écrire un courrier pour expliquer que ce n'était pas une chirurgie cosmétique. Mais depuis 2015, il y a un système de codage de diagnostic international. Et donc en Suisse aussi, dans ces ICD, ces systèmes de diagnostic, la mutilation génitale est un diagnostic de maladie. Donc toute prise en charge, de la consultation suivie à la chirurgie éventuelle, c'est pris en charge. Et en parlant de chirurgie cosmétique, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent pour ça? Oui, de plus en plus. Ouais, pression des médias et puis surtout au niveau des jeunes générations. Il y a des normes d'anatomie génitale qui ne correspondent pas à la variabilité, à la diversité réelle que nous, en tant que gynécologues, on voit tous les jours. C'est qu'on voit comme normal ou beau sur Internet ou dans les journaux ou dans la pornographie qui est de plus en plus accessible, ne correspond pas à cette diversité. Et donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus ou des questionnements sur la normalité des organes génitaux des jeunes filles ou des demandes, par exemple, de la bioplastie ou d'autres chirurgies cosmétiques, même à un très jeune âge. Et pour conclure cette interview, je voulais vous demander s'il y avait des enseignements que vous aviez tirés sur ces 10 dernières années. Voilà, je ne sais pas, quelque chose qui vous a particulièrement marqué peut-être? De mes patientes. Ou en général. Du travail, oui. Ah oui, tous les jours. Je dirais l'enseignement... C'est les ressources que les femmes ont. Les ressources pour grandir, changer, s'adapter et parfois développer des stratégies pour vivre avec des expériences difficiles du passé. C'est les ressources des femmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Yasmine, pour votre participation. Pour de plus amples informations sur la consultation évoquée dans cet épisode, je vous invite à parcourir la section consacrée aux services de gynécologie sur le site des hôpitaux universitaires de Genève, www.hug.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.